Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de La Sorcière. On finit le manche aujourd'hui, quand même. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. On s'y met tout de suite. Première opération dans notre série de petites opérations, c'est qu'on va percer les trous des mécaniques. Alors, on a mis à plat avec ce petit système de manière à être bien perpendiculaire. Et vous remarquez une chose, c'est que j'ai utilisé une cale avec du liège dessus, un peu de liège dessus. Alors, pourquoi ça? C'est parce que derrière, vous vous souvenez, il y a une espèce de petite volute, et on ne voudrait pas l'écraser si on mettait ça sur simplement un martyr normal. Je vous conseille d'ailleurs, à l'occasion, si vous allez dans un magasin type Brico machin, d'acheter, ça vaut vraiment le coup, quelques plaques de liège autocollantes. Vous en servirez sans arrêt pour faire des cales. Et avec 3-4 plaques, je ne sais plus par combien ça se vend, mais vous pouvez vous faire des paquets de petites cales à liège comme ça, qui sont, une fois qu'elles sont percées, comme ça va être le cas ici, moi je vais la recouper à moitié et puis l'autre je le jette. Allez, c'est parti. Donc l'intérêt, c'est qu'évidemment, on est centré avec le pré-trou. Et on fait des beaux trous comme ça. L'opération suivante va consister à faire tomber ces deux coins là qui n'ont pas été usinés à la CNC, que j'aime bien faire à la main, et que je mette un petit coup de ponçage là. Et en fait, vous m'avez vu jusqu'à présent utiliser des gouges européennes, en l'occurrence des gouges suisses, qui sont des Pfeil. Aujourd'hui, on va changer. Je vais utiliser un set de gouges japonaises que j'ai eu d'occasion, que je viens juste d'affûter et que j'ai jamais utilisé. Ce genre de set bas de gamme, il a l'avantage, c'est que pour, je crois, environ 100 balles, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut, puisque vous avez deux burins à 45 et à 60. Vous avez deux gouges qui sont vraiment typiquement forme européenne, qui sont les Ushimaru no Mi, ces deux-là. Vous avez un fermoir droit, vous avez deux nérons, un à un biseau et un à deux biseaux. Et puis des formes plus particulières pour aller faire, ça c'est un deuxième néron, des formes un petit peu particulières pour aller faire des détails dans tous les sens, et y compris une gouge qui pourra nous servir puisqu'elle est courbée, donc elle permet d'aller chercher le bois comme ça. Bon, je viens de les essayer et je change mon fusil d'épaule. J'aime pas du tout le mancheron. En sculpture, le manche un peu plus traditionnel est un manche à pan, comme ça, qu'il y a sur les Pfeil. Et ça, c'est très très agréable au niveau prise, travail, etc. Donc en fait, je vais revenir à mes premiers amours. Je vais utiliser des gouges Pfeil. Comme on n'est jamais à l'abri de déraper, ça vaut le coup de mettre quelques épaisseurs
de ruban de masquage. Pour protéger un petit peu les parties d'un risque où on fera une marque par inadvertance. Voilà, là c'est pas mal. On met 3-4 couches, hein, et on peut commencer à travailler. Alors on va toujours bien sûr en s'appuyant sur les fibres, hein, qui sont dans ce sens-là, et on ne cherche pas à enlever des paquets, on enlève des copeaux. Comme ça. C'est un travail très très agréable. On maîtrise l'outil, on y va doucement. C'est pour ça que je continue à le faire à la main, parce que j'adore vraiment faire cet aspect-là. Et puis ça fait aussi que j'ai pas un manche de guitare qui a exactement la même jonction tête-manche. Donc en fait c'est pas grand chose, c'est 5 minutes de travail. On a littéralement pelé le bois et c'est déjà super lisse. Donc va vraiment y avoir pas beaucoup de ponçage nécessaire pour obtenir quelque chose de très sympa. Ce qu'on peut faire après cette étape-là, c'est passer un petit coup de racloir. Et on fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Un petit peu de patience, même si le fil du bois ne se laisse pas faire, comme on le voit ici sur cette partie-là, on peut obtenir un très bel état de surface avant ponçage. Et bien entendu, on va gagner du temps après, puisque va vraiment falloir poncer léger par rapport à la surface qu'on obtient déjà avec le racloir. Si on positionne le sillet, en fait, on voit qu'il dépasse très très légèrement. Là il n'est pas bien mis, là il est bien mis. Il dépasse, mais vraiment on le sent à peine. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu sur les guitares classiques, en fabriquant les guitares classiques, c'est qu'on va en fait lui donner la forme de la courbe. Quand notre courbe sera finie, ce ne sera pas une surface plane ici, ce sera une surface courbée pour épouser, ce qui rajoute encore du confort, hein, pour épouser la forme du manche. Pour finir l'arrondi du manche de chaque côté, puisque j'ai laissé exprès un petit peu de marge de manœuvre, il faut caler sur l'établi le manche. Or, le problème, c'est qu'il est réduisé fretté. Mais, on a notre moule là. Donc, je vais simplement le recouper ici et là, et il servira de support, en fait, et ce sera vraiment bien supporté, hein, puisque on sera comme ça, et ça bougera plus, et après, on pourra mettre un serre-joint ici, et pouvoir travailler les deux côtés de notre manche. Voilà qui est fait, et on en a même un deuxième quand on refera un manche.
À nouveau, le secret, c'est l'affûtage, hein, parce que là, on pèle vraiment juste le bois. On a un contrôle quasiment parfait de ce qu'on fait. Et on peut vraiment affiner notre forme. Et là, on peut finir notre surface avec ce stumac-là qui a une forme légèrement arrondie ici et qui va très bien aller. On peut utiliser d'ailleurs dans les deux sens. Il donne des bons résultats dans les deux sens. Ici, on peut encore un petit peu enlever. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher de la touche, quoi. Et pour faire l'autre côté, on va simplement de l'autre côté de l'établi, hein, c'est pas compliqué. On pourra aussi faire ça sur un bout d'établi en retournant, mais là j'ai de la place. Et vous voyez, ce que je fais en fait, c'est que j'incline de plus en plus comme ça, à chaque passe, de manière à créer une courbe. Jusqu'à être quasiment à la verticale, quoi. Avant de passer au ponçage, on va donner un très léger angle ici. C'est pas vraiment, on veut pas vraiment faire un retournement de manche ou un. Là, c'est vraiment juste pour avoir une petite pente, ce qui nous facilitera quand même grandement la vie quand on fera l'action. Et on vérifie qu'on est clean. Impeccable. Et là-dessus, on va aussi passer un coup de racloir pour avoir une surface bien propre. Et là, j'utilise un racloir fin. Voilà, on est prêt pour la phase suivante, qui est le ponçage. On voit énormément sur Internet le ponçage type cireur de pompe. Vous savez, où je fais ça comme pour faire polir des chaussures. C'est une méthode qui ne me convainc pas du tout parce que à la fin, on obtient un U. Et si on veut un C, ou comme là un V, forcément, si j'utilise cette méthode-là, je vais aplanir plus ici du fait du frottement dans ce sens-là, et je vais perdre le V. Donc je suis assez pour obtenir des états de surface de bonne qualité
comme on vient de le faire, avec des outils coupants, et vraiment pas changer fondamentalement la forme avec le ponçage, mais simplement préparer le bois pour la finition, quoi. C'est ça qu'on veut faire. Et comme d'habitude, je vais aller du 240 au 4000 pour avoir une belle surface. Ce noyer mérite une très belle surface. Si on parle un petit peu ponçage, puisque maintenant il y a ce travail de ponçage du manche, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une vidéo de 5 heures sur le ponçage, hein, ou même de 3 heures. Le ponçage, ça consiste en fait à éliminer les rayures qui sont faites par les outils précédents. Alors le fait que on ait utilisé des outils coupants, en particulier ce qui est vastringue et derrière les racloirs, fait que on a déjà une très belle surface. Donc on va pouvoir déjà commencer au 240, vous oubliez les tâcherons qui font du 80 ou du 120. L'autre particularité du ponçage du manche, à mon avis, c'est qu'il faut bannir les cales à poncer. Alors, c'est vrai que la cale à poncer, c'est pratique, pourquoi pas avoir une cale à poncer de la forme ici, enfin bon, on serait de toute façon gêné ou debout. Néanmoins, la cale à poncer, en particulier si c'est une surface dure, c'est une incitation à appuyer. Or, un ponçage réussi, c'est un ponçage sur lequel on n'appuie pas beaucoup. C'est pour ça que, alors même s'il existe parfois des cales à poncer qui permettent comme ça de garder la forme en fait, hein, puisqu'elle est ouverte en deux ici, pour pouvoir faire avoir une forme un petit peu plus ronde, il n'empêche que cette incitation à appuyer risque de déformer tout le boulot qu'on a fait, qui est quand même d'avoir un manche relativement propre. Donc, moi j'utilise des abrasifs qui sont des abrasifs sur mousse. C'est un super bon entraînement parce que on n'a pas cette incitation à appuyer trop fort, et même s'il y a une partie de la pression qui est absorbée par la mousse. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser toute une panoplie, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000 et 4000. Au fur et à mesure, on n'a pas besoin d'y passer des heures et des heures. Hein. Simplement, l'idée, c'est d'avoir une surface de plus en plus lisse. Pour nettoyer, on va énormément utiliser la soufflette. Et au final, on va utiliser ce genre de tampons anti-poussière qui s'appellent des tack cloth pour vraiment récupérer tout ce qui peut encore traîner comme poussière. Et là, on sera prêt pour commencer notre finition. Donc, on se met au boulot, c'est-à-dire que on y va avec le 240. Et vous voyez que même si j'appuie pas énormément, j'ai quand même un petit peu de poussière hein, qui part, ce qui veut dire que l'abrasif quand même travaille. Et il élimine en fait les rayures. Et vous entendez au son que j'appuie pas comme un bourrin, quoi. Si je tenais le con qui a inventé une tête si compliquée à poncer. On avait parlé des défauts du bois, c'est pas la peine de s'apesantir ici. En fait, ça c'est naturel, hein. C'était sans doute un départ d'une petite branchiole, mais qui n'apparaît que sur cette partie-là, bien sûr, puisque c'est pas la même partie de l'arbre, hein, c'est un manche laminé. Évidemment, plus on va dans des abrasifs fins, plus il faut les nettoyer régulièrement, parce que là, c'est à peine une minute de ponçage, et vous voyez qu'il est déjà bien gavé de poussière, quoi. Et s'il est gavé de poussière, il ponce plus, tout simplement.
Le passage d'abrasif de plus en plus fin fait donc une poussière de plus en plus fine. Et cette poussière peut révéler à certains moments des micro-défauts que les grains précédents n'avaient pas vus ou n'avaient pas repérés du tout. Et si je fais ici par exemple, on voit que ici sur cette partie-là, on dirait que ça a été un petit peu gratté. On sent rien du tout au toucher, hein, mais la poussière s'est un peu logée dans cette petite micro-partie-là. Et ben faut pas hésiter, hein, faut reprendre le paquet et refaire proprement cette partie-là à partir de 240 pour être sûr de l'éliminer. Et c'est aussi un des gros intérêts, en dehors de la facilité après et de la qualité du travail de finition, c'est que le fait d'aller jusqu'à des grains de 4000 permet de montrer des micro-défauts qu'on n'aurait pas vus du tout si on s'était arrêté par exemple au 320 ou au 400. On a repris tous les grains sur cette zone-là ici, et en fait on ne voit plus du tout cette micro-anomalie de surface. Alors bien entendu, c'est tellement fin qu'on n'a pas du tout changé la forme ou la structure de l'ensemble, hein. Simplement, on a gagné, je sais pas, du centième de millimètre. Ça, c'est absolument incontrôlable, même au toucher. Par contre, à l'œil, il n'y a plus de poussière, là, au grain 1000. Il n'y a plus de poussière qui va venir se loger dans ce coin-là, quoi. Et on a une belle surface. Donc le ponçage, c'est vraiment ça, c'est éliminer tout risque de petits défauts, parce que tout petit défaut va se voir à la finition. Donc il faut vraiment être attentif sur cet aspect-là. Bon, il est temps de parler finition. Alors, il y a quelque chose que beaucoup de guitaristes n'aiment pas, ce sont les manches vernies. Et n'en demeure les représentants de commerce Nitorlac, ou même certaines marques comme Dartford qui n'hésitent pas à sortir un vernis spécial manche. Le problème du vernis, c'est joli, c'est brillant, mais par contre, ça finit par créer une couche. S'il y a un petit peu de transpiration sur la main, ça fait succion, et en fait on perd en maniabilité sur le manche, c'est que ça devient collant. C'est pas que ça dilue, mais c'est ces deux contacts l'un avec l'autre qui font que on a une sensation de collant. L'autre solution, c'est d'utiliser des huiles diverses et variées, mais c'est vrai que les huiles, on obtient du mat, du satiné. La solution qu'on va utiliser, que vous avez déjà vu sur la Pink Ivory, qui est la solution en fait qui est utilisée par les luthiers depuis des siècles maintenant, à la fois pour les manches de violon, de viol de gambe, de contrebasse et de violoncelle et de guitare classique, c'est de la finition à la gomme laque, et c'est ce qu'on a dit de finition à la française, et c'est ce qu'on va faire sur ce manche. Alors, pourquoi c'est pas plus diffusé pour des guitares électriques? C'est tout simplement parce que cette finition, elle est longue. Alors, elle n'est pas longue en termes de temps de travail, parce que ça prend même pas une minute à chaque passe, en fait, mais elle est longue en termes de durée, c'est-à-dire que pour un manche, il faut compter à peu près 14 jours en termes de durée. On fait bien sûr plein d'autres choses avec, c'est-à-dire que on va dépenser 1 minute et demie à 2 minutes par jour, hein, pas plus. Mais par contre, il faut laisser le temps de séchage, d'évaporation de l'alcool, etc. C'est pour ça que c'est pas rentable, en fait, encore que quand on regarde, avant de polir de la laque nitrocellulosique, il faut attendre 2 semaines, c'est pas mieux, hein, on est bien d'accord. Et là, par contre, on a 2 avantages, c'est qu'on a le brillant et le confort de jeu. Alors, la gomme laque, en fait, en particulier, par rapport au phénomène de transpiration,
elle est imperméable à l'acide. Vous savez que la sueur humaine est un petit peu acide, et donc ça ne s'abîmera pas du tout. Par contre, c'est vrai que c'est soluble dans l'alcool. Et ça dépend vraiment de la consommation du guitariste. Hein. S'il finit par avoir de... Alors, c'est vrai que pour qu'il finisse par avoir un petit peu d'alcool dans sa transpiration, on est en train de parler de l'émi, là, au niveau consommation. Hein. On est en train de parler du mec qui, de toute façon, ne verra pas la fin de la guitare, vu qu'il sera en train de mourir de sa petite cirrhose. Donc, c'est pas gênant. Et puis, en plus, la gomme laque a ce net avantage, c'est qu'il suffit de remettre une ou deux couches, et ça se renettoie, en fait, naturellement. Faut que j'arrête de parler de couches d'ailleurs, puisque en fait la gomme laque c'est juste une seule épaisseur, simplement c'est une épaisseur qui est mise en plein de passes différentes. Alors, on va examiner là tout de suite. Vous connaissez déjà, si vous avez vu la Pink Ivory, il y a 3 épisodes sur la finition, avec y compris la fabrication du tampon, etc. etc. Donc je vous conseille de regarder ça si vous voulez aller plus loin. Là, on a déjà le matos que je viens de sortir, et je vais juste vous expliquer la méthode en vous montrant le matériel dont on va avoir besoin. Alors, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de gomme laque, on va avoir besoin d'alcool, et la première opération, en fait, c'est l'opération de l'équivalent du fondurage, en fait, mais qu'on fait à la gomme laque, c'est-à-dire qu'on va mélanger 50% d'alcool et 50% de gomme laque, et on va passer 2 couches au pinceau. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, on va prendre notre tampon à gomme laque, qui est celui-ci. En fait, on va même en refaire un parce que il a eu le temps de bien sécher. Et on va appliquer 4 couches uniquement avec de la gomme laque. Donc ça fait une journée, parce qu'on fait à peu près, 4 passes, pardon, parce qu'on fait à peu près 4 passes par jour. Ensuite, ça va nous donner notre base. On va pouvoir continuer au tampon toujours, mais cette fois-ci en rajoutant un petit peu d'alcool et un petit peu d'huile en plus de la gomme laque. Et là, on va faire 12 couches, c'est-à-dire 3 jours. Ensuite, on va laisser l'ensemble se stabiliser pendant 5 jours. Puis, on fera la partie bouche-porage, entre guillemets, qui va consister à utiliser de la ponce soie et un tampon qui est dédié à ça et qui, lui, ne contiendra que de l'alcool. Et là, on va frotter, et donc on va créer une espèce de matière qui va aller s'installer dans les pores du bois. Il nous restera derrière, puisque là, on aura quelque chose de toujours pas brillant, à réappliquer des couches de mélange gomme laque avec de plus en plus d'alcool. Et ça va, c'est ça qui va donner la couche brillante. Donc on a 12, 24, on a 31 passes à faire. Mais en fait, ça ne fait que 17 jours en tout, y compris les 5 jours d'attente. Donc en fait, 12 jours entre guillemets de boulot, c'est-à-dire 24 minutes en tout, quoi. Donc vous voyez que c'est vraiment juste le problème de la durée, c'est pas tellement le reste. Alors je vais pas faire ça à l'atelier, je vais faire ça sur un coin de ma grande table de cuisine, parce que l'ennemi évidemment c'est la poussière. Et on commence tout de suite. Donc première étape, on va sceller le bois, hein, c'est l'équivalent du fondure. Et donc on va mettre 50% d'alcool et 50% de gomme laque. Et on va étaler ça au pinceau.
Là, on a vraiment la révélation du bois. Hein. Là, l'alcool, bien sûr, va s'évaporer et il va légèrement redresser les fibres. Donc avant d'attaquer le travail au tampon de main, je repasserai un coup de 4000 pour égrener en fait avant d'attaquer vraiment la partie gomme lac. Si malgré le fait qu'il était dans un bocal, vous avez un tampon qui est devenu totalement sec, c'est pas très grave, en fait il suffit simplement de le recharger avec un mélange moitié gomme lac, je vais enlever ça pour pas rester taché, moitié gomme lac, moitié alcool. Et comme ça il se réassouplit et il se recharge bien. Il faut qu'on ait cette sensation d'humidité sur la main. Voilà, là il est parfaitement utilisable à nouveau. Voilà, ce que je vais faire, c'est je vais continuer à mes moments perdus 2-3 fois par jour. Vous avez vu que ça prend 1 minute et demie d'appliquer des couches de gomme lac sur ce manche. Et donc, à un moment donné de la série, je vous montrerai le résultat. Voilà, on a un manche qui est prêt à être posé. Hein, donc, dans le prochain épisode, on va attaquer le corps. Et vous ne raterez pas cet épisode parce que, bien entendu, vous êtes abonné. Et donc, vous savez quand vous êtes prévenu quand va avoir lieu cet épisode. Et d'ici là, vous pouvez aussi regarder les autres sujets de la chaîne, hein, qui, je rappelle, sont une fois de temps en temps le 74 canon, et une fois de temps en temps des out of the box, où on rénove des outils, et vous verrez qu'on fera quelques petits trucs rigolos aussi. À bientôt.